va pouvoir commencer ce deuxième temps de cette journée centrée sur les expériences des patients. Est-ce qu'il faut que je change de micro? C'est mieux? Je vais garder celui-là, on va donner les autres pour les intervenants et intervenantes. Je me permets de vous saluer également. Je suis Simon Boussard, je suis designer à l'agence Sensipod, donc collègue de Vincent qui a ouvert la journée avec Clémence et de Loélia qui va intervenir un peu plus tard dans la journée. Donc, nous nous retrouvons pour cette table ronde, cette première, qui s'intitule « L'expérience patient en tant que levier de transition en santé et d'innovation managériale ». Donc, vous êtes 4 personnes autour de la table. Vous avez différents métiers, différents rôles, différents types d'institutions ou d'organisations derrière vous. On va commencer par se présenter si vous le voulez bien et peut-être en profiter pour... je voulais vous proposer de définir ce que vous entendez, vous, ce que vous entendrez, vous, derrière la notion d'expérience patient. On a vu dans l'introduction que c'était une expérience qui pouvait avoir plusieurs sens, une notion qui pouvait avoir plusieurs sens. On pense à l'expérience vécue, on pense au savoir expérientiel, on pense à pas mal de choses derrière. Donc, si ça vous va, je vous propose de faire un premier tour de table agrémenté de cette définition. Moi, je l'avais déjà un peu donné tout à l'heure, là, donc je vais laisser mes collègues. Donc, bonjour à tous, Jean-François Médéli, Oui, vous m'entendez bien? Je ne sais pas si c'est le micro, c'est ma voix qui va. Est-ce que c'est mieux? J'ai senti des regards approbateurs. Donc, bonjour, Jean-François Médéli, moi je suis directeur d'hôpital depuis une quinzaine d'années maintenant. Et je suis actuellement délégué sur l'hôpital Mère-Enfant au CHU de Nantes. Et ma raison d'être ici, c'est d'abord que j'ai suivi pas très loin une formation à l'école du design, en design thinking. Et donc, on triche un peu parce que tu avais dit que tu allais nous poser la question. Donc, c'est faussement improvisé. Mais la définition de l'expérience patient, 2 éléments. D'abord, une réalité. C'est-à-dire que voilà, on peut avoir tendance à minimiser la réalité, l'objectivité d'une expérience, sauf qu'une expérience patient, elle est de fait. Elle existe, il n'y a pas à la remettre en cause. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, le deuxième élément, peut-être le deuxième mot, c'est, alors ce n'est pas une référence biblique, mais c'est un peu le commencement. C'est-à-dire, moi qui suis directeur d'hôpital et qui accompagne pas mal de projets, l'objectif d'un hôpital, c'est de rendre un service. Et rendre un service, ça le pose d'abord par s'interroger sur comment est vécu ce service qu'on offre à une population, à des patients. Et si on ne le pose pas comme question centrale de toute réflexion, qu'elle soit organisationnelle ou autre, et qu'on ne la met qu'à la fin, pour éventuellement éprouver ou pour justifier une organisation qui aurait été formalisée sans le penser, on est dans un élément de complexité majeure ou de désynchronisation. Donc, réalité et commencement, Jean-Luc Delarue, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, je suis Eonie Danu, je suis la fondatrice et dirigeante de l'Hôpital, une agence d'innovation en santé qui est spécialisée dans les méthodes collaboratives au service de l'innovation, notamment sur tout ce qui va concerner justement l'expérience patient, la qualité de vie au travail des soignants, ce qui moi me paraît totalement indissociable. Et de manière générale, les organisations en santé. Comme j'ai un gros complexe de l'imposteur, je vais mettre un spoiler tout de suite sur le fait que je ne suis pas designer. Moi, je suis ingénieure à la base, mais je suis surtout une citoyenne qui considère que l'expérience patient, donc pour moi, donc le vécu des patients, c'est un sujet d'intérêt général sur lequel on est un peu tous concernés, patients chroniques ou non, proches d'un patient chronique ou non, et sur lequel on devrait pouvoir donner aussi non seulement son avis, mais aussi proposer des choses. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la base sur ce sujet en tant que citoyenne qui avait envie de s'engager et qui, pour pouvoir travailler sur le sujet, s'est rendu compte qu'il fallait que j'aille demander aux gens déjà comment ça se passait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fallait améliorer, et puis réfléchir ensemble à des solutions. Et en fait, quand j'ai commencé à expliquer ça autour de moi, on m'a dit que ça s'appelle du design thinking, ce que je ne connaissais pas à la base. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à ça, que je me suis formée. Et donc, moi, derrière le terme expérience patient, je vois beaucoup le vécu des patients et comment est-ce qu'on peut améliorer ce vécu. Et ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est la notion vraiment d'empowerment ou d'empouvoirment, puisqu'on a une représentante du Québec avec nous, et de comment est-ce qu'on donne du pouvoir aux gens pour agir là-dessus, en fait.
Merci. Alors, Claire Marquez, moi, je suis chargée du numérique en santé à la Caisse primaire de Loire-Atlantique. Maman, co-maman du gros bébé, mon espace santé est arrivé en Loire-Atlantique l'année dernière en phase expérimentale, qui nous a permis justement de pousser assez loin cette expérience patient. De notre côté, l'expérience patient, alors je viens représenter un service public obligatoire en situation de monopole, donc on n'a pas le choix. Pour autant, si les outils, les produits qui sont proposés, les accompagnements qui sont proposés par l'assurance maladie n'ont pas d'utilité pour les patients, pour les professionnels de santé qu'on accompagne au quotidien, ils ne servent à rien. Et donc, on travaille pour rien. L'utilité des éléments qui sont mis en place, et notamment de mon espace santé, c'est de faire en sorte qu'on améliore l'accès aux soins, qu'on améliore la prise en charge de santé. On ne peut pas faire ça sans avoir le regard du patient lui-même qui nous dit « c'est tout pourri parce que je ne peux pas y accéder facilement, c'est super parce qu'il y a de la haute sécurité, il me manque encore ça », et qu'on ne soit pas en écoute et en mode évolutif avec eux. Donc voilà. Moi, pour moi, la partie vraiment expérience patient, c'est l'utilité, c'est à quoi ça sert, ce qu'on peut proposer. Et à partir du moment où on n'est pas en capacité de répondre à cette question, on n'est pas au rendez-vous de l'expérience patient. Et donc, ce qu'on produit n'a pas d'utilité pour nous-mêmes derrière. Voilà. Bah, moi, j'aime bien les 3 définitions là, que vous avez données. Là. Dans l'expérience patient, moi, je vois vraiment beaucoup de différents niveaux. Là. Il y a une expérience très individuelle, là, où on a une expérience par rapport à sa propre condition de santé, donc, et ça dans son milieu personnel, en interaction avec ses êtres chers et autres. Puis ensuite, il y a effectivement toute l'expérience qu'on peut acquérir avec le système de santé et avec différents types de professionnels. Et d'essayer de voir comment ces expériences peuvent être une source pour mieux répondre à ce qu'on avait imaginé vivre, parce que ça, il y a aussi le problème dans l'expérience, un peu l'écart entre ce que l'on avait imaginé puis finalement ce qu'on a vécu. Et puis, il y a une notion, évidemment, là, on parle beaucoup au niveau individuel, mais qu'il faut amener aussi à un niveau plus collectif. Là, il y a une expérience patient plus collective et de voir de quelle manière aussi on la mobilise à des fins plus d'amélioration. Puis, dans l'expérience aussi, c'est de l'expérience émotive, psychologique, sociale, etc. Puis, c'est toutes ces dimensions-là que notre système, en tous les cas, n'a pas beaucoup valorisé au cours de ces dernières années, si ce n'est depuis le début. Là. Et donc, c'est vraiment de réinjecter, en tous les cas, la façon dont on vit plus globalement une problématique de santé dans un environnement qui est là pour faire en sorte que ce problème de santé soit le plus possible viable dans des conditions de qualité de vie qui nous permettent de pouvoir fonctionner dans la société. Et donc, c'est un début enfin, c'est un très bel élément de réponse à une question qu'il est intéressant de se poser. Nous sommes toutes ici visiblement convaincus de l'intérêt de ce recueil, de cette écoute des expériences des patients. Est-ce qu'on peut peut-être se redire dans quel but, effectivement, qu'est-ce qu'on cherche à améliorer, quelles problématiques on rencontre à quoi est-ce qu'on cherche à apporter des éléments de réponse à travers ces expériences-là? Quels sont les défauts de fonctionnement, d'organisation auxquels on cherche à apporter des réponses à travers ces expériences? Les directeurs d'hôpital improvisent sur tout, donc on a l'habitude. Mais j'ai envie de dire, ça permet de changer quasiment toute la manière, ça change la manière de penser un service et ça change complètement l'organisation. Ou ça change la réponse qu'on souhaitait apporter. Je vais donner un exemple, parce que souvent c'est ce qui parle. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans lire la presse sur les difficultés en pédiatrie, qui sont nationales, elles sont réelles sur Nantes, et notamment aux urgences. Grosse pression, gros passage aux urgences. Pour essayer d'un peu désengorger le service, on s'est posé la question de dire, mais voilà, on constate que des gens viennent aux urgences pédiatriques, pas pour avoir un recours au plateau technique des urgences, mais par soit défaut d'accès au libéral, soit ce qu'on appelle la bobologie de manière assez péjorative, puis je ne trouve pas juste. Mais c'est le sujet de comment on peut faire. Et donc, on se pose la question entre médecins, cadres, directeurs, des gens, sur comment on fait. Et la réponse auquel on apporte, c'est il suffit de créer une nouvelle offre de service. On va créer des consultations non programmées où, depuis les urgences, on va dire aux gens, écoutez, vous êtes venus, il est 22h,
Là, on ne peut pas vous accueillir, vous allez attendre 7 heures. Donc, c'est bien pensant, hein, d'une certaine manière. Vous allez attendre 7 heures et vous allez être insatisfait. Mais revenez demain, je vous offre un créneau à 9h30. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Donc, je n'ai pas beaucoup de recul depuis 2 semaines pour essayer de gérer un peu la crise. Mais on l'a fait un petit peu spontanément, intuitivement, sans poser la question de pourquoi les patients venaient, mais seulement par rapport au regard du soignant qui est « ils viennent de manière indue aux urgences, pas pour les bonnes raisons ». Et on s'est dit « c'est super ». Et donc, on met des moyens pour créer une nouvelle vacation. Et puis, on se rend compte que sur les 4 rendez-vous reprogrammés du jour au lendemain, les gens ne viennent pas. C'est-à-dire qu'on crée une offre, on répond à un besoin projeté et les gens ne viennent pas. Et en fait, ils ne viennent pas et ils ne préviennent pas qu'ils ne vont pas venir. Et la question qui se pose, mais c'est pourquoi on arrive à ça? Et le premier réflexe, c'est un problème d'éducation de la population. Mais c'est vrai, mais la question en fait réelle, alors je la projette parce que je ne l'aurais pas demandé. C'est qu'en fait, pourquoi ils viennent aux urgences à 22h? C'est parce que le lendemain à 9h, ils doivent être au boulot, qu'ils n'ont pas la possibilité, et que la question qui se pose, c'est mais si je dois être demain à 9h30 en consultation, comment je justifie un arrêt maladie pour moi auprès de mon employeur? Vous n'avez pas besoin, vous avez compris la logique. Et donc, la logique d'organisation, si elle ne prend pas en considération cet élément-là, ou si elle essaye de le contraindre en disant que l'expérience, elle doit être transformée pour s'adapter au service rendu ou l'organisation qui est mise par l'hôpital en l'occurrence, eh bien, on risque de mobiliser potentiellement des moyens de manière indue, non pertinente et créant les mauvais messages aussi auprès de la population. Donc, c'est un exemple d'actualité, mais qui montre à quel point, dans la conception même d'une offre de soins, si on ne met pas cet élément dans la réflexion, on peut passer complètement à côté. J'ai envie de rebondir parce que donc là, on parle de conception d'offres de soins. Je pense que c'est vrai aussi pour tous les services qu'on met à disposition des patients. Et c'est vrai que moi, de mon point de vue de base d'ingénieur, on m'a beaucoup appris à comprendre le problème, appuyer sur ce que j'ai appris à l'école et sur les équations et sur le savoir pour apporter une solution. Et on n'a pas forcément de base dans la culture l'habitude d'aller demander aux gens finalement de quoi ils ont effectivement besoin et de prendre en compte leur contexte, leur environnement, leurs habitudes. Et donc, je pense que aussi dans la conception des nouveaux services et entre autres des services numériques, on a vraiment besoin d'aller chercher ces éléments très tôt pour effectivement s'appuyer dessus. Et donc, il y a un vrai sujet d'acculturer aussi tous les acteurs extérieurs à l'hôpital. Je pense par exemple aux laboratoires pharmaceutiques qui produisent beaucoup de services ou à des acteurs du numérique en santé pour leur permettre d'effectivement prendre cette habitude-là et de ne pas se baser uniquement sur les retours des médecins, parce qu'on demande souvent aux médecins leur avis et ils donnent aussi leur retour sur moi, je pense que mes patients ont besoin d'eux, et aussi aller chercher auprès du patient son retour à lui. Et donc, pour illustrer peut-être mon propos aussi, un exemple sur lequel j'ai pu travailler, c'est l'application Vidal Ma Santé. Donc, vous connaissez tous, je pense, Vidal, le dictionnaire rouge des médicaments qu'on voyait chez le médecin, qu'on voit beaucoup moins maintenant parce qu'ils ont sorti des applications mobiles quand même, et qui avait décidé il y a quelque temps de créer une application aussi pour le grand public, parce que il faut aussi que les personnes puissent se renseigner elles-mêmes sur leur traitement, et qui ont décidé dès le départ de prendre en compte les différents points de vue et donc de nous solliciter pour faire des interviews de patients, de proches de patients, de médecins, de pharmaciens, et de voir un peu tout le scope des personnes qui pouvaient avoir ce besoin-là. Et en fait, c'est en faisant les interviews qu'on s'est rendu compte que, par exemple, évidemment, on a pensé aux femmes enceintes et aux crates et au fait qu'ils ne peuvent pas prendre n'importe quel médicament, mais on n'avait pas pensé aux grands sportifs qui ont peur d'avoir un médicament considéré comme un produit dopant. Où on pense tout de suite aux patients chroniques, mais en fait, ces aidants ont besoin de se coordonner aussi autour du traitement. Et donc, tous ces points-là qui pourraient être ratés et qui pourtant apportent énormément de valeur derrière à l'usager, finalement, rentrent je pense aussi, dans cette notion d'aller chercher l'expérience patient et d'avoir aussi en tête qu'on veut optimiser derrière l'expérience qui sera vécue. Et ça rejoint, je pense aussi, ce que tu disais, Claire, sur mon espace santé qui a été construit de cette manière-là aussi. Oui, complètement. Et d'ailleurs, sur l'arrivée de la phase expérimentale de mon espace santé en Loire-Atlantique, on s'est posé la question tout de suite de se dire, voilà, on a un produit qui de toute façon est livré, qui est
destiné à tout le monde. On a 2% d'opposition à son ouverture automatique. C'est pas pour autant qu'on a 98% des gens qui trouvent ça génial, qui ont tout compris, qui sont déjà dedans, qui l'utilisent déjà. Et si on veut comprendre comment on va devoir fonctionner avec, il va falloir qu'on constitue un peu un groupe de parole, entre guillemets. Et on a ouvert un groupe utilisateur avec des représentants des professionnels de santé libéraux en établissement, des représentants des usagers aussi. Ce groupe, il est maintenu aujourd'hui, il se tient tous les 2 mois maintenant. Et la question qui est posée systématiquement, c'est vous en pensez quoi des dernières évolutions? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que vous attendez encore? Et on fait retravailler en fait, le produit par rapport à ça. C'est partiel parce qu'on a, encore une fois, des individus qui représentent un petit bout des professionnels de santé, des établissements et des usagers. Et on continue à travailler à ce déploiement, notamment avec des cibles d'usagers qui nous semblent importants. On commence à travailler sur une présentation d'un parcours diabète pour les 16-25 ans. Pour mon espace santé, on va avoir besoin de 16-25 ans pour savoir comment on va utiliser cet espace santé. Au-delà de contraintes techniques qu'on peut déjà nous opposer en disant oui, mais ce sont des mineurs à 16 ans, ils n'ont pas le droit d'aller tout seuls sur leur espace santé. C'est pas notre problème en fait. Nous, on veut savoir ce que ces jeunes de 16-25 ans ont besoin d'avoir comme information pour prendre les bonnes décisions derrière. Quels vont être leurs points d'entrée? Est-ce qu'ils vont avoir envie de l'utiliser ou pas du tout? Et si pas du tout, comment est-ce qu'on peut faire autrement qu'avec mon espace santé? C'est pas un point d'entrée obligatoire. Donc, on a un petit peu tout ce travail-là en permanent re-questionnement. Rien n'est jamais stabilisé. On retravaille le produit en mode pâte à modeler un petit peu systématique et partant du principe que on a une nécessité d'aller au plus proche de l'individu. Tout à l'heure, on en parlait de cette individualisation. On a besoin d'avoir un schéma global pour qu'on puisse savoir un peu ce qu'on peut proposer comme type d'expérience et pour autant toujours avoir en tête que si je suis suivie en parcours maternité, peut-être que j'attends 1, 2, 3, 4 enfants. Ce ne sera pas le même suivi. Peut-être que je fais du diabète gestationnel ou pas. Peut-être que j'ai eu de la procréation médicalement assistée avant. Peut-être que je suis parent isolé en situation précaire. Et je vais avoir une multitude de situations à nous d'être suffisamment proches des usagers concrets, des usagers vivant les situations et changeant de situation, parfois même en cours de route, pour en permanence être en capacité de revoir ce qu'on a pu proposer, le réadapter avec les personnes concernées directement. Et on en parlera cet après-midi parce que c'est exactement l'objet de l'étude qui a été faite en accompagnant des femmes enceintes. On avait dessiné un super beau, non pas sur le sable, mais on avait dessiné un super beau parcours maternité. On était très fiers de nous. On a échangé avec le CHU. On s'est dit, si on essayait ce parcours maternité avec le CHU, ouais, super bien. Et puis, en fait, on a regardé cette expérience utilisateur avec des vraies mamans qui vivaient le parcours et qui nous ont fait leur retour, qui permet de redevenir un peu humble et de revoir. Du coup, ça nous a donné envie, on en parlait avec Jean-François Médéli tout à l'heure au café, de faire un parcours bis en reprenant tout à zéro. On efface tout et on retravaille ensemble sur un gros atelier avec des futures mamans, pourquoi pas une des mamans qui a participé à l'expérimentation et qui peut dire ce qu'elle en a pensé, des professionnels de santé de ville, d'établissement, et on retravaille complètement le produit. Ce sera un nouveau travail, peut-être qu'on en refera un 3e, un 4e, enfin, peu importe quoi. Et il n'y a pas de moment où on peut figer cette expérience patient. Forcément, on va avancer aussi, on va proposer de nouveaux produits. Donc, l'intérêt, c'est un peu ça, quoi. C'est d'être dans un ectoplasme mouvant permanent qui vient à chaque fois s'adapter à la main du patient. Donc, prenez la main sur votre santé, mon espace santé, tout ça. Oui, merci. Ce qui est intéressant dans l'expérience patient, c'est que c'est le seul et unique qui a la vision longitudinale d'un parcours de soins. Il n'y a pas un seul professionnel qui l'a, là. Donc, on n'a que des petits bouts, nous, mais on n'a pas l'ensemble du parcours. Donc, l'exemple que vous avez donné est excellent. Là, on ne peut pas faire un parcours de soins sans les patients. C'est juste pas possible. Sinon, on est obligé de reprendre sa copie. Sinon, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est une première leçon. Puis, moi, j'avais 4 petits exemples à montrer pour comment on peut mobiliser l'expérience des patients. Moi, j'adore cette histoire. Là, il y avait donc au centre hospitalier universitaire
universitaire de CHUM plutôt. Bref, c'est drôle, rigolo ça. Et alors CHUM, et donc on avait fait un comité d'amélioration continue en endocrinologie. Puis là, les médecins avaient un petit peu réfléchi de leur côté en disant sur quoi on pourrait travailler. Donc, ils étaient beaucoup sur les médicaments pour que les patients comprennent bien les médicaments qu'ils prennent, etc. Enfin, ouais. Puis là, il y avait 2 patientes qui étaient sur le comité. Puis, donc, ils expriment leur souhait de travailler là-dessus. Puis, les 2 patientes disent, non, mais là, vraiment, vous nous avez vu, là, les médicaments, de toute façon, on est dépendant de nos médicaments, on les prend, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a un gros souci avec l'annonce du diagnostic. Notre expérience d'annonce du diagnostic est vraiment catastrophique. Et là, l'équipe clinique qui dit, ah bon, catastrophique, mais nous, on est super fiers, là, on pense qu'on fait ça super bien. Là. Au contraire, s'il y avait un domaine où on pourrait être vraiment fiers de nous, c'est là-dessus. Je dis, là, pas du tout, non, c'est vraiment une catastrophe ce que vous faites. Alors, expliquez-nous. Puis elle a dit, la première chose que vous nous dites, c'est que on a beaucoup de chance d'avoir un bon cancer, là, parce que si c'était un cancer qu'on voulait avoir, c'est vraiment celui-là qu'on voudrait avoir. Puis, vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de nous dire, là? C'est horrible. Puis là, ils ont réalisé, oui, nous, on trouvait que c'était vachement chouette quand on vous présente les choses de cette façon-là. On dit, non, pas du tout, là, parce que vous nous coincez complètement. Puis à partir de là, on a juste à dire qu'on a vraiment beaucoup de chance d'avoir ce cancer-là, là, alors qu'on a quand même se battre pour un cancer et qu'il y a des gens qui en meurent. Donc ça, c'était un premier exemple, je trouve, qui est assez extraordinaire. Un deuxième, c'est une patiente avec laquelle j'ai travaillé aussi dans un comité d'amélioration continue sur le cancer du sein. Et puis, elle est architecte. Puis là, sur le comité, elle réalise en disant, mais c'est dingue, là, moi j'ai refait complètement l'organisation des prélèvements sanguins donc dans l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Et je n'ai jamais demandé l'expérience patient. Mais je me suis complètement gourée, quoi. Je suis passée à côté j'ai fait des fautes d'organisation du service. Après, moi, je l'ai testé en tant que patiente. Et effectivement, je me suis rendu compte que j'aurais vraiment dû travailler avec des patients depuis le départ. Donc, c'est intéressant de voir le point de vue à la fois patient et professionnel. Un autre exemple, c'est sur la sécurité des soins. L'expérience des patients sur la sécurité des soins est complètement différente de ce qui est vécu par les professionnels. Puis un exemple qu'on a mené dans un centre de long séjour sur la ligne pour vraiment diminuer les chutes. On a nos beaux administrateurs et puis l'équipe clinique. Et là, il faut faire des beaux tableaux, on va comptabiliser les chutes, puis grâce au fait qu'on va comptabiliser les chutes, puis que tous les matins, on se rend compte devant le tableau, on va diminuer nos chutes, là, les patients ont dit, d'abord, il faudrait peut-être regarder les conditions, c'est dans quelles conditions qu'on a nos chutes, là. Donc, ils ont commencé à réfléchir sur les grandes 5 conditions, puis ils ont dit, on regarde ces 5 conditions, on pourrait quand même peut-être poser 5 questions quand on rentre dans la chambre. Puis, ils sont arrivés avec juste ça, là, en disant, c'est ça, nous, ce qu'on veut, c'est prévenir ces 5 situations qui sont, on n'a pas nos est-ce que vous avez vos effets personnels à côté? Est-ce que vous avez besoin d'aller aux toilettes? Est-ce que la cloche est à côté de vous? Enfin, des trucs, mais vraiment de base, là. Et grâce à ça, on a fait totalement chuter les chutes, là. C'est le cas de le dire, là. Donc, c'était assez remarquable. C'est un truc qui serait jamais sorti de la tête des professionnels. Et puis, le dernier exemple, là, qui est à un niveau un peu différent, là, de style HAS, là. Donc, à l'INES, on a travaillé sur le renouvellement des dispositifs cardiaques implantables, donc c'est-à-dire les défibrillateurs. Et il y avait, les professionnels n'avaient vraiment pas du tout imaginé qu'on ne prévient même pas les patients que c'est quand même une petite chirurgie quand même. Je veux dire, c'est même le b.a.-ba là. Je veux dire, les patients sont arrivés en disant la première chose serait quand même sympa de nous dire qu'on va avoir une petite anesthésie, qu'on va nous ouvrir un truc, etc. Enfin, je veux dire, non, rien. C'est tellement évident. Donc, c'est très intéressant de voir effectivement comment l'expérience après amène des recommandations de bonnes pratiques d'un autre niveau et qui sont pourtant essentielles pour faire en sorte que l'expérience patient soit bonne. Je veux bien juste rebondir sur les chutes, parce que ça m'a fait penser à une expérience que j'ai eue aussi. Parce que donc moi, j'ai pendant une période travaillé pour la PHP au siège dans une équipe qui était dédiée à l'innovation. Et on avait travaillé avec un service de gériatrie sur la prévention des chutes. Et en fait, de base, ils avaient un problème autour des réhospitalisations de personnes qui sont rentrées à domicile et qui refont une chute et qui reviennent. Et ils disaient, c'est un pourcentage important des patients. On ne comprend pas pourquoi ils font une deuxième chute. C'est qu'on leur a mal expliqué comment prévenir les chutes. Et donc, un service extrêmement dynamique qui avait travaillé, toute l'équipe avait travaillé sur un livret de prévention des chutes, une double page par professionnel. Donc, il y avait l'ergo, le podologue, le diététicien, tout le monde avait contribué au livret. Et puis, 1 an plus tard, il y avait toujours autant de personnes qui refaisaient une chute. Et donc, moi, j'avais travaillé avec un de mes collègues sur ce sujet. On a fait une immersion dans le service, on est resté quelques mois, on a interrogé un peu tout le monde.
Et on s'est rendu compte que les gens étaient très au courant de ce qu'il fallait faire pour prévenir les chutes, mais ils n'arrivaient pas à le faire. Parce que globalement, en fait, c'était à l'aidant de préparer, à l'aidanteux d'ailleurs, parce que c'est quasiment toujours des femmes, de préparer le retour à domicile de son proche et qu'elle avait 30 jours pour tout mettre en place, tout en s'occupant de ses enfants, de sa carrière, de sa vie d'aidante, qui a une vie à côté, et que c'était beaucoup trop court et que, en plus, les informations arrivaient un peu au compte-gouttes et que finalement, le verbatim qu'on a le plus recueilli en interviewant les aidants, c'était j'ai mis 2 semaines à trouver le livret de famille dans un vieux tiroir de ma grand-mère et donc il me restait 2 semaines pour faire tout le reste. Et c'est vraiment le livret de famille, ça revenait tout le temps parce que le temps qu'ils sachent qu'il fallait le livret de famille pour faire le dossier de demande d'APA, pour avoir l'argent, pour payer le fauteuil roulant, pour payer l'adaptation du logement et pour faire appel à l'aide à domicile et que quelqu'un vienne préparer les repas. Et en fait, toute la chaîne commence le jour où on a trouvé le livret de famille. Et donc, en fait, il y avait vraiment un vrai sujet de comment on accompagne l'aidant pour que sur ces 30 jours, il puisse optimiser son temps et être au courant de tout ce qu'il va y avoir à faire, avoir une espèce de checklist et voilà, dès le premier jour, dire « Ok, je vais chercher les documents, je vais contacter telle personne ». Et également, il ne savait pas non plus tout l'accompagnement qui était déjà disponible dans le service et que en fait, ils avaient le droit d'aller toquer à la porte de l'ergo pour avoir des renseignements sur le matériel, qu'ils avaient le droit de prendre rendez-vous avec le psychologue pour être accompagnés aussi et que ce n'était pas que pour le patient. Et donc, en fait, finalement, la solution sur laquelle on avait travaillé, c'était une solution d'information, à la fois visuelle, donc affichée dans le service, affichée aussi sur les tables de chevet. On s'était rendu compte que c'était un super bon endroit pour me laisser l'information. Donc, on avait adapté sur la table de chevet, en fait, un support qui reste sur place parce que les papiers, les gens les perdent. Et puis, voilà, comment est-ce qu'on fait pour que les gens aient cette information très tôt et qu'ils puissent anticiper les choses et voilà, que quand le patient rentre à la maison, c'est prêt. On a retiré les tapis, on a mis en place un système pour que quelqu'un fasse le ménage. Et en fait, tous les facteurs de chute, dont les gens sont très au courant par ailleurs, été prévenus en effet. Donc, c'est vrai que ça me fait vraiment écho parce que c'était parti d'une très, très bonne volonté. Et se sont dit, ah bah, ils le font pas, ceux qui savent pas. En fait, c'était pas qu'ils savaient pas, c'est qu'ils n'y arrivaient pas. Et qu'ils ciblaient pas forcément non plus directement les bonnes personnes. Et donc, en interviewant les gens, on s'est très, très vite rendu compte de ça. Et en fait, prendre la peine de demander quelles sont les causes de ces problèmes qu'on a constatés et dans quel environnement, dans quelles contraintes on évolue, c'est quand même extrêmement puissant pour apporter des solutions. Merci beaucoup. Et je voulais conclure en rebouclant et en essayant de voir à partir de ces exemples pratiques comment vous avez fait pour les mettre en place, pour faire cette transition du modèle centriste au modèle participatif, pour reprendre les schémas présentés ce matin. Vous avez sans doute, vous continuez à rencontrer des difficultés ou des freins dans la mise en place de ces démarches pour en faire réellement un sujet au cœur de vos institutions et pas uniquement au goutte à goutte, projet par projet. Voilà. Comment vous faites pour mettre en place ces sujets-là et quelles difficultés vous rencontrez? Ce qui peut faire aussi écho à la question de Lucille tout à l'heure. C'est sûr que nous, on a eu la chance de créer un centre d'excellence sur le partenariat avec les patients publics. Là, ça nous aide vraiment beaucoup, beaucoup. On a comme un centre qui est vraiment en soutien au réseau pour le développement des meilleures pratiques d'engagement et de prise en considération de l'expérience des patients, mais pas uniquement dans le système de santé, comme je disais, là aussi en recherche et en formation et dans la communauté aussi. Donc, et ça couvre évidemment aussi tout le numérique dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ça permet vraiment d'abord d'identifier un endroit où tous les acteurs peuvent quand même aller consulter des documents. Puis derrière les documents et derrière un site web, il y a des personnes aussi. Donc, il y a la possibilité aussi de discuter, de parler, de réfléchir ensemble. Et ça donne un lieu, évidemment, de lieux de rencontre qui permet aussi de croiser ce qu'on apprend dans le système de santé, dans la formation, dans la recherche et dans la communauté. Et finalement, ce qu'on apprend dans chacun des domaines peut aider l'autre domaine. Donc, ça aussi, c'est très, 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 très utile. Nous, on a moins, comment on pourrait dire, utilisé le mot expérience. On a plus utilisé le mot engagement, partenariat, etc.
parce que souvent, le mot expérience a été vu beaucoup à travers la lunette des questionnaires d'expérience patient. Et donc, je pense que quand on parle d'expérience, il faut vraiment être beaucoup plus ouvert que juste sur les questionnaires d'expérience patient. Il faut vraiment l'ouvrir beaucoup plus largement pour être capable de pouvoir recueillir de la donnée à la fois quantitative et qualitative au niveau individuel et au niveau collectif. Et aussi sur différentes modalités, comme on disait là, que ça soit au niveau de ce qui est vécu, au niveau plus émotif ou à des niveaux plus pratico-pratiques. Donc, il y a aussi toutes ces différentes facettes là qu'il faut être capable de pouvoir prendre en considération. Donc, c'est ça, une des manières de pouvoir y arriver, c'est vraiment par la formation, par des changements de culture progressifs, d'aller chercher des leaders qui sont prêts à porter les drapeaux, de faire des expériences et de pouvoir les diffuser largement. Enfin bon, donc c'est vraiment de cette façon-là. Je vais laisser mes collègues répondre. Et donc, pas mal de patience, visiblement. Beaucoup de patience et de détermination. Trois obstacles, je vais faire négatif, 3 obstacles principaux que je vois, hein. Le premier, c'est que l'expérience patient, on l'a dit, c'est une compétence particulière. Il y a une technique. Il suffit pas de se dire qu'on va la recueillir et puis elle tombe comme ça. C'est une technique, il y a plusieurs méthodes. Et puis après, il y a une analyse, il y a un travail vraiment qualitatif. Et je sais que ça, ce sont des sujets sur lesquels, par exemple, nous, à l'hôpital, on commence à monter certains des équipes avec des gens qui se spécialisent. Mais quand on voit sur 12 000 salariés du CHU de Nantes, combien ont été véritablement formés dans cette approche presque sociologique, ethnographique, peu importe, sur l'observation, etc., je pense que c'est minime. Et on demande tantôt à un directeur, à un cadre de santé, à un médecin qui n'ont jamais été formés de faire ce travail-là. Donc, il y a un sujet de compétence, je trouve qu'il y a un frein. Le temps, on en a déjà parlé, je ne reviens pas dessus, même si quand je prends en compte le nombre de réunions qu'on fait qui n'aboutissent pas, je me dis qu'en fait, il y a peut-être un sujet de rationalisation du temps. Culturel, majeur. Au niveau des soignants eux-mêmes, parce que, pareil, un petit exemple, on avait testé sur une prise en charge sur les douleurs lombaires, du rachis. À un moment, on a essayé de faire un parcours et puis moi, je sortais de l'école, donc je voulais le faire vraiment de manière très scolaire en disant, vous avez les étapes, les machins. À un moment, c'est l'émotion vécue par le patient. Aucun des groupes que j'avais mobilisés n'a répondu ou n'a rempli cette ligne-là. C'est-à-dire personne n'a souhaité, pour des raisons mauvaises et bonnes, enfin, je n'ai pas de jugement, se poser la question de l'émotion vécue par le patient à chaque étape. Je trouve que c'est révélateur en soi. Est-ce que c'est, on se sent pas légitime? Est-ce qu'on, enfin, autre chose? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, ce sujet-là, il est important. Est-ce qu'on veut se poser cette question-là véritablement? Je ne sais pas. Culturel aussi au niveau de mon autre prisme, qui est le directeur d'hôpital. C'est-à-dire qu'à un moment, si on veut vraiment que l'expérience patient puisse infuser, puis être un élément de prise de la décision, il faut lui donner sa place. Or, alors c'est, bon, je ne sais pas si c'est spécifique au CHU de Nantes, puis c'est peut-être très propre à mon expérience, on voit bien comme la contrainte actuelle qui existe nous amène à penser des projets sur du quantitatif, du développement d'activités, des RH, des contraintes, etc. Mais que rarement le sujet du service rendu à l'expérience patient vient en démarrage d'une instruction ou vient être un appui à la prise de décision. Et c'est vrai que voilà, tant qu'on n'aura pas fondé un petit peu une compétence pour légitimer cette expérience, et qu'on n'aura pas, à l'autre bout de la chaîne, pris en considération comme élément de prise de décision l'expérience au-delà des éléments médico-économiques, pour parler avec les gros mots, je pense qu'on va être buté au vraiment développement et du contraste que l'on peut avoir entre l'évidence absolue que tout le monde partage ici, entre c'est évident qu'il faut faire comme ça, puis en plus c'est simple, en fait, c'est finalement assez simple, et puis la réalité de ce qu'on arrive à mettre en place dans nos structures respectives. Alors, dans ta question, Simon, tu as dit au sein des institutions où on est ou au cœur des institutions. Moi, ma particularité, c'est que j'ai été à l'intérieur et à l'extérieur et en me posant beaucoup la question de est-ce que c'est plus efficace d'être dedans ou dehors. Je n'ai pas encore vraiment décidé ce que j'en pensais, mais je peux témoigner de ce que j'ai pu voir des deux côtés. Moi, de l'intérieur, ce que j'avais ressenti en travaillant sur ces sujets-là au sein de la PHP, c'est qu'en effet, il fallait s'armer de beaucoup de patience et de beaucoup de détermination, et ce n'est pas ma plus grande qualité. La patience, je veux dire, la détermination, oui. Et je pense qu'il y a effectivement un gros sujet de culture et de conduite du changement, parce qu'en fait, on est en train d'amener des nouvelles pratiques, des nouvelles
convictions, des nouvelles manières de travailler. Et donc, c'est très, très long d'infuser ça. Et comme je pense que c'est essentiel de réussir à embarquer tous les professionnels et qu'il y a d'autres grosses problématiques très urgentes, ça paraît toujours moins urgent. Là, tout de suite, il nous manque plein d'infirmiers. Et là, ce que vous me dites qu'il faut préparer le parcours de soins, c'est beaucoup moins grave, en fait, là, de savoir si mon patient il est angoissé aujourd'hui que le fait que j'ai pas assez d'infirmières. Et d'un côté, oui, ça paraît effectivement moins grave. Et d'un autre côté, pour avoir échangé, moi, avec de nombreux professionnels de santé dans le cadre de plein d'entretiens, dans le cadre de plein de projets, on se rend compte qu'il y a un lien très fort entre la prise en compte de l'expérience patient et l'attractivité de l'établissement aussi auprès des soignants, et que finalement, c'est aussi un très gros levier pour donner envie à des professionnels de venir travailler dans cet établissement-là, où on va prendre en compte leur expertise de manière plus large, où on va accepter leur vision du soin qui n'est pas uniquement un geste technique, mais qui est un soin global de la personne, et où on va les écouter quand ils vont être choqués par un vécu ou quelque chose qui ne semble pas convenir aux patients. Et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi de montrer que c'est pas juste sympa de prendre en compte l'expérience patient, mais que ça va aussi avoir des impacts stratégiques très forts, et notamment sur l'attractivité, qui est quand même un des plus gros problèmes des hôpitaux aujourd'hui. Et donc, moi, maintenant que je suis de l'extérieur, j'essaye aussi d'avoir beaucoup ce discours-là face à des hôpitaux qui nous sollicitent sur des projets, de dire, mais en fait, est-ce qu'on peut... expérience patient, c'est le terme dont tout le monde parle, qui est dans les projets d'établissement, qui est dans les projets de certification, qualité, etc. Est-ce qu'on peut le mettre en regard du terme intrapreneuriat? Et est-ce qu'on peut proposer aussi aux soignants de s'emparer de cette question, et aux administratifs aussi d'ailleurs, pas qu'aux soignants, et leur donner les moyens et les outils pour qu'ils puissent commencer finalement à travailler dessus et à l'améliorer? Et je pense que vraiment cette question culturelle qui est importante. Et donc moi, aujourd'hui que je suis à l'extérieur, les 3 leviers que j'essaye d'activer et qui me paraissent intéressants, le premier, c'est effectivement une question de formation, de donner les outils aux gens pour qu'ils soient à minima sensibilisés et prennent des réflexes et une manière de réfléchir où ils prennent toujours en compte cette expérience, et qu'ils sachent aussi qui aller chercher. Donc typiquement, qu'ils aient ce réflexe de commencer le projet et puis éventuellement d'aller chercher des designers pour aller plus loin, etc. Et qu'ils aient identifié ces compétences-là, qui commencent à s'habituer. Et donc, il y a cette question vraiment de formation. Il y a une question, je pense, d'inspiration. Parce que, comme je disais, il y a des gros problèmes dans les hôpitaux, et je pense qu'il y a un peu aussi un besoin juste d'espoir et de montrer que oui, on arrive à faire des choses, que c'est pas compliqué, que c'est pas toujours très cher. Et donc, moi, pour ça, j'ai créé un podcast qui s'appelle Les Transformateurs, où j'interviewe plein d'acteurs qui arrivent à faire des choses juste pour montrer l'exemple, pour dire regardez, c'est possible. Jean-François y a participé d'ailleurs, mais des exemples comme je pense à Noren Feff, par exemple, une infirmière qui a réussi à créer toute une association, donc ça s'appelle les petits doudous, qui a commencé par recycler des fils de bistouri électriques qu'elle récupérait en douce dans les blocs opératoires pour acheter des doudous avec, et c'est devenu une énorme association qui a des antennes un peu partout en France. Ces success stories là, c'est un peu américain ce que je dis, mais j'y crois beaucoup en fait dans cet état d'esprit de dire on va chercher ce qui a marché, on le montre. Et ça redonne aussi un peu de l'élan et de l'espoir. Je pense que c'est hyper important. Et le troisième point, c'est un esprit aussi de communauté, de rassembler les gens qui ont ces convictions-là, qui s'entraident, qui se remontent le moral, qui se donnent des astuces, qui se disent « ouais, dans mon établissement, j'ai trouvé un moyen de convaincre, tiens, essaye avec telle personne, prends tel exemple, fais tout petit et montre à tout le monde que ça fonctionne, et tu pourras peut-être avoir plus de résonance ». En fait, je pense qu'il y a ce côté aussi un peu communautaire qui n'est pas forcément interne à un établissement, qui est, moi, dans mon idée, beaucoup plus vaste, où on peut rassembler en fait les acteurs convaincus pour les aider à convaincre plus largement. Voilà, donc si je résume, je dirais formation, inspiration, communauté. Merci, puis on va conclure avec Claire. Ouais, je vais faire rapidement du coup pour conclure dans les temps, on est d'accord. Alors effectivement, la patience, je reprends, on est en train de bouger culturellement tout un mode de fonctionnement qu'on a eu pendant très longtemps, où en tant que patient, on venait soigner son enveloppe. On venait presque déshumaniser, apporter son enveloppe pour que le médecin, le professionnel fasse ce qu'il fallait dessus, dedans, tout ça, et puis on repartait. On change complètement de positionnement aujourd'hui. On a pris conscience que si on fait ça sur l'enveloppe sans s'occuper de l'esprit qui va avec, c'est moins efficace.
et que si on a moins besoin de soigner l'enveloppe, parce qu'avant l'esprit a compris qu'il y a des trucs qu'il peut ne pas faire sur son enveloppe pour qu'il ne soit pas malade, finalement, dis donc, c'est vachement plus efficace. Donc, il y a un gros changement de culture. Et alors là, l'arrivée du DMP, le dossier médical partagé, a largement matérialisé ça de notre côté. On a des professionnels de santé qui nous disaient, quand on apportait le message, le DMP, c'est le dossier du patient, on a vraiment eu des yeux exorbités, des gens outrés, qu'on puisse dire que le DMP, c'était le dossier du patient, quoi, et que ce n'était pas le dossier patient du médecin. Donc là, ça y est, on a avancé un petit peu, mais on l'entend encore un peu sur mon espace santé, mais ça commence à bouger. Donc, encore de la patience, et on sait que ça va prendre du temps par rapport à ça. Alors, en externe à l'institution et puis en interne aussi chez nous, nous ne sommes plus que des payeurs comme organisme d'assurance maladie. On a pris une vraie position aujourd'hui sur la prévention en santé. Même nous, on préfère que les gens ne soient pas malades. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans ce dispositif pour faire en sorte d'avoir de l'éducation thérapeutique des non-patients, des gens qui ne sont pas patients médicaux et qui ne doivent pas le devenir? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à ça? Et notamment sur les outils qu'on a pu mettre en place, on a mis en place un espace et de l'écoute. On a mis en place un incubateur d'idées qui s'appelle l'ACER chez nous et qui permet, on plante, des fois ça prend bien, des fois ça prend moins bien, mais on a énormément en fait de recours à cet espace avec du design thinking pour accompagner à l'émergence d'idées. Toute idée est bonne en soi, donc on n'a pas de verrou du tout par rapport à ça. Hormis le verrou du temps dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on est sur des idées d'innovation qui sont extrêmement prolifiques aujourd'hui. Moi-même étant chargée du numérique en santé de manière générale, entre la télésanté, le DMP, la messagerie sécurisée, l'identité nationale de santé, on est sur tout un tas de dispositifs très variés qui vont amener à chaque fois des outils différents et qui pour autant à chaque fois projettent la même chose. C'est comment est-ce que je peux proposer des nouvelles façons d'amener l'information, d'être pris en charge, d'avoir de la télésurveillance, tout en comprenant pourquoi j'ai de la télésurveillance. Je suis patient âgé, je ne suis en fracture numérique, j'y comprends rien du tout à mon espace santé, je ne vais pas dedans parce que de toute façon, j'ai un téléphone filaire, je n'ai pas d'Internet. Pour autant, comment est-ce que nous, on amène l'information auprès de ce patient-là en lui expliquant concrètement qu'est-ce qui est à sa disposition, qu'il puisse faire un choix éclairé, qu'il puisse comprendre que quand on lui met une balance connectée à la maison, le simple fait de monter dessus, ça va envoyer une information qui va pouvoir être traitée par l'équipe médicale et que ce petit geste-là, anodin, va apporter vraiment beaucoup dans sa prise en charge. Je vais aller au-delà de ça. Comment est-ce que je fais pour qu'il pense à monter sur sa balance connectée, qu'il ait envie de le faire et que derrière, il ait un retour d'information et pas qu'on retombe sur la gestion de l'enveloppe. On est super content, il monte tous les matins sur sa balance, il n'y a pas de problème. Donc, RAS, je ne le contacte pas pour lui dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, en attendant, moi, ma personne âgée à la maison, elle commence à s'inquiéter parce que du coup, on ne lui dit rien et peut-être on l'a oublié, il n'y a plus personne au bout de la balance connectée, etc. Donc, c'est comment est-ce qu'on réinterroge systématiquement ce dispositif? Donc, patience, on sent que ça bouge, on entend le grondement du séisme avec le mouvement. Donc, on sait que ça va prendre du temps, mais en revanche, l'esprit est bien présent. Donc, voilà, on sait qu'il y a de la volonté de la part des différents intervenants, de la part des patients, qui ont compris qu'on peut les entendre, qui ont envie d'être entendus et qui trouvent maintenant des espaces pour pouvoir s'exprimer. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. Donc, on a plusieurs leviers. On entend parler de changement de culture à travers des podcasts, de l'exemplarité, des communautés. On entend parler d'intrapreneuriat avec de l'espace laissé aux initiatives qui existent dans les institutions. On entend parler évidemment de méthodes qui se mettent en place, armées de patience et de ténacité. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à prendre son temps et retrousser ses manches et continuer parce qu'évidemment, effectivement, pas mal de signes montrent que c'est un changement qui est en marche, qui est prédit depuis quelques temps, qu'on a déjà vu se lancer dans d'autres. On n'a pas tellement évoqué la question de la filiation,
la comparaison avec les changements des paradigmes dans la citoyenneté, mais en fait, on est un petit peu dans des schémas similaires. Et on voit aujourd'hui sur cette thématique-là que ça commence à porter ses fruits. On peut espérer que ça va suivre la même trajectoire. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Non. Il faut laisser la place à nos autres super intervenants. Merci pour votre attention.